Moi, il y a une question qui me brûle les lèvres là tout de suite, mais avant de revenir sur le fond, c'est aujourd'hui, puisqu'on termine quand même sur cette interrogation, est-ce que il n'y a plus ces mentions-là sur les cartes d'identité au Rwanda? Oui, en fait, depuis juste après le génocide, les cartes d'identité avec mention ethnique ont été supprimées au Rwanda, de même que la constitution qui mentionnait les différences ethniques a été changée. Et voilà. Donc, ça, c'est un signe d'espoir quand même. Ça change fondamentalement quelque chose. Ça change fondamentalement quelque chose, en tout cas pour l'avenir. Parce qu'on sent bien que c'est dans les têtes aussi que les choses se sont passées, et ça a permis de construire sur ces différences, ça a permis de construire la haine. En fait, oui, clairement, enfin, le Rwanda, après le génocide, a mis en place des outils de changement très forts, et voilà, enfin, a changé vraiment beaucoup de choses, enfin, constitution, drapeau, institution, voilà. Et, mais bon, évidemment, c'est un pays complexe, le Rwanda, hein, donc le changement dans les têtes, après 1 million de morts, après tant de sang versé, c'est quelque chose qu'il faut envisager sur le long terme. Donc c'est des choses, là on est 20 ans après, c'est des choses voilà, enfin c'est des choses qui sont toujours en cours, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec... Enfin bon, il y a 20 ans après, c'est une nouvelle génération, voilà, il y a vraiment des choses qui bougent, hein, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux questionnements aussi qui apparaissent auprès de la nouvelle génération qui était toute petite, les gens qui étaient très jeunes pendant le génocide. Enfin, je sais qu'il y a des membres de la communauté rwandaise ici qui étaient 5-10 ans, voilà, et qui se posent des questions encore d'une manière un peu différente. Voilà, enfin les choses, voilà, c'est un questionnement, c'est des choses qu'il faut envisager sur le long terme, parce que un génocide, c'est pas quelque chose dont on sort. Enfin, c'est important que les institutions changent et que la manière, la vision de la société change, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais en même temps, ce n'est pas non plus si simple que ça bouge aussi vite dans les têtes. Parce que quand on a perdu X membres de sa famille, quand on se retrouve tout seul ou avec quelques membres, c'est pas très simple, quoi, de se passer, que ça se passe comme ça. Et c'est vrai que... Enfin bon, je laisse peut-être poser des questions à des personnes. Non, mais peut-être que si la salle veut-il réagir, là, tout de suite, je sais pas. Oui. Sinon, pas besoin de micro, j'allais lever la voix. Si ce n'est que... vous dire bravo. Bonsoir, moi c'est Richard. Bravo pour votre film. J'ai réalisé que vous avez l'âge de ma grande sœur aînée. Exactement. Hier, quand je vous ai vu, je vous ai trouvé plus jeune. Tout comme dans le film, vous sembliez très plus grande. C'est le chiffre. C'était un très bon film. Bravo. Ce que disait hier, je ne sais plus quel intervenant, qu'il serait temps qu'il y ait des cinéastes rwandais qui pensent à faire des films. Parce qu'on se pose beaucoup de questions que l'Occident, malheureusement, ne saurait pas nous répondre. Moi, j'ai répondu hier qu'on avait aussi besoin d'avoir un regard extérieur de ceux qui ont pu filmer pendant le génocide. Sur tout ce qui avait droit, c'était des Occidents. Maintenant, on voit notre temps, nous, de revisiter le passé comme tu l'as fait, et d'aller sur les traces de tes parents. Et surtout de poser les questions que nous, peut-être, on finira sans avoir eu des réponses. En tout cas, bravo pour le film. C'est bien fait. Oui, bonjour Jacques. Le film est excellent aussi. Là, j'approuve votre cheminement pour retourner voir où est né votre père. C'était très émouvant. Alors moi, je voudrais vous poser une question sur la religion, le clergé. Apparemment, il a une très grande importance au Rwanda.
Vous disiez, dans le film, 80% des Rwandais sont catholiques, convertis. Et par contre, quelle était l'attitude de ces religieux? Ont-ils été passifs? Ont-ils été avec les génocidaires? Ont-ils défendu les Tutsis? Donc ça, c'est une question quand même importante. Et puis, aussi le rôle de la France avec l'armée turquoise. C'est ça, je crois que ça s'appelait comme ça. Vous n'en parlez pas dans le film. Il y a eu quand même un moment très important, ce temps d'un mois là, d'arrêt. Ça a fait encore des milliers de morts. Donc voilà un peu ma question. Eh bien, oui, effectivement, la religion a une très grande importance, la chrétienté particulièrement une importance très forte au Rwanda, puisque comme vous avez vu, les missionnaires Père Blanc étaient là depuis 1900, et ce sont eux les premiers qui ont commencé à écrire l'histoire du Rwanda, voilà. Maintenant, au moment du génocide, effectivement, comme toute la société, eh bien, il y a eu des scissions. Donc il y a eu des prêtres qui ont participé au génocide, notamment le célèbre père Mounier Chaka, je pense, qui était à Sainte-Famille, qui a accueilli des gens et ensuite en a livré ceux qui n'acceptaient pas, de lui donner différentes faveurs, et ainsi de suite. Donc c'est un père qui est d'ailleurs réfugié en France. Voilà. Et puis il y a eu également des prêtres qui ont protégé des Rwandais, qui les ont cachés. Mais en fait, au Rwanda, il y a quand même beaucoup d'églises, les gens se sont réfugiés dans les églises. Et bon, il y a beaucoup d'églises qui ont été brûlées, attaquées, avec quelquefois la complicité des prêtres, mais que certains ont aussi accepté de mourir avec les personnes qu'ils avaient choisi de protéger. Et certains de ces prêtres étaient rwandais, d'autres ne l'étaient pas. Enfin, je sais qu'à l'école, à Leto, il y a un film qui en est sorti qui s'appelle Shooting Dogs, donc un prêtre qui est resté avec ses fidèles. Voilà, enfin, c'est assez varié. Il y a également, je pense, des bonnes sœurs rwandaises qui ont été jugées en Belgique, donc pour génocide, crime de génocide, complicité de crime de génocide. Donc c'était vraiment, je pense que l'Église catholique au Rwanda était très partagée. Donc, et d'ailleurs après, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait, puisque de toute façon, après le génocide, évidemment, en fait c'est ça qui me surprenait beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont quand même tournés vers l'Église catholique, parce que c'est aussi un refuge, parce que c'est aussi un partage, des prières en commun, des chants. Et en fait, voilà, le fait est que le clergé a été très partagé, et que même au niveau des écrits, parce que j'avais suivi les débats autour du Rwanda qui étaient faits dans la presse catholique, au Vatican, à droite à gauche, et il y a beaucoup de débats, il y a des gens qui voulaient parler de l'implication de l'Église, d'autres qui voulaient mettre un voile dessus. Une certaine tradition, on va dire, mettre un voile dessus, ne parler de rien, mais il y avait quand même des gens qui voulaient qu'on en parle, ne serait-ce que pour questionner la profondeur de cette foi. Maintenant, par rapport à l'opération turquoise et par rapport à l'implication de la France, c'est vrai que j'ai choisi de ne pas en parler directement dans le film. Je pense que c'est important pour moi. Moi, je me positionne, j'ai une vision particulière par rapport à ce que je fais. Et c'est vrai que je fais clairement des choix. Et là, ce qui était important pour moi, plus que les relations géopolitiques et politiques franco-rwandaises, qui sont bien plus complexes qu'on peut imaginer, eh bien, moi j'ai choisi de questionner l'individualité, l'expérience individuelle, les gens, l'émotionnel, les traumas personnels qu'on peut tirer de ça, et ce qu'on a envie d'exprimer par rapport à l'expérience personnelle, donc de la naissance, passage à l'école, la vie en commun, le sport, ce genre de choses. C'était plutôt ça qui m'intéressait. Et c'est vrai que moi je pense qu'au final, pour la culture, pour la création, pour l'art, c'est ça qui est plus important. Beaucoup plus que en fait, les relations politiques qui vont, qui viennent. Vous savez tous très bien, par exemple en France, l'ambassadeur français au Rwanda a été, il a
est parti assez rapidement du Rwanda, enfin, on lui a demandé de partir rapidement. Après, sous le mandat de Sarkozy, effectivement, M. Sarkozy est allé au Rwanda et les relations étaient meilleures. Après, c'est vrai qu'il y a une semaine, il y a encore eu un psychodrame. Bon, ce sont des choses importantes, hein, je ne veux pas du tout les minimiser, mais en même temps, ce ne sont pas des choses sur lesquelles, personnellement, voilà, enfin, je pense que la situation est beaucoup plus complexe que moi, la vision que j'en ai. Et donc je trouve ça assez délicat de me positionner là-dessus, même si j'ai bien sûr mon avis personnel, hein, mais je trouve difficile de me positionner là-dessus. Parce qu'en fait, au moment où il y avait le psychodrame entre la France et le Rwanda, moi j'étais là-bas et puis j'ai vu M. Kouchner qui était là, voilà, qui était assis devant. Donc je me suis dit, ok, bon, finalement il y a quand même des politiques ou ex-politiques français qui sont là. Donc voilà, ce sont des choses complexes. Bon, je voudrais rajouter ce que tu viens de dire, Jacqueline, que bon, c'était l'intérêt justement d'avoir une programmation avec plein de films, parce que dans un film, on ne peut pas traiter tous les aspects. Effectivement, tu as fait un choix, toi tu as fait un choix de donner la parole à des gens que tu rencontres là-bas. Et c'est pas le sujet de ton film. Hier, on était en plein dans la question qui vient d'être posée, par exemple avec les films de Klotz, oui. Jean-Christophe Klotz. Voilà, on peut pas tout traiter, la complexité d'un tel événement en un seul film. Donc effectivement, c'est légitime de faire des choix. J'ai deux questions. Une question personnelle, comment faire la résilience quand on n'a pas pu enterrer son papa. Je sais que c'est arrivé à mon beau-père et qu'il s'en est jamais remis, lui qui était un chef Tutsi. Et deuxième chose, c'est, je voulais savoir, parce qu'il y a un questionnement par rapport à la croyance religieuse catholique, l'Église catholique qui pardonne celui qui tue, donc on peut allègrement continuer à tuer. Et est-ce que vous avez fait des recherches par rapport, c'est un petit peu abordé, il y avait avant la colonisation la croyance en Imana, hein, un Dieu aussi unique, c'est pour ça que la croyance chrétienne s'est vite propagée. Et vous avez abordé donc les interdits qui étaient enseignés avant la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui au Rwanda on revient à ces sources qui sont intégrés dans la culture rwandaise et qui étaient très pacifiques à l'époque et qui rendaient beaucoup de dignité et qui évitaient tout ce qui était ethnicisme, enfin tout ce qui était venu après, quoi. Voilà, quand on parle des interdits, est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens, voilà. Alors je réponds à la deuxième question d'abord. Effectivement, le Rwanda a essayé de remettre à jour des traditions qui prévalaient avant la colonisation, notamment les gachacha, dont vous avez tous dû entendre parler, je pense, dans des tribunaux populaires qui ont été mis en place par le comité de gestion des conflits. Et ce sont donc des tribunaux où le problème, c'est qu'après le génocide, effectivement, comme il y avait quand même beaucoup d'intellectuels, d'avocats, de juges qui ont été éliminés, et bien, il fallait juger toutes ces personnes qui avaient commis des crimes. Parce que bon, encore une fois, 1 million de morts, combien de tueurs, hein, il y en a beaucoup. Et donc il y a beaucoup de personnes en prison, et donc du coup le Rwanda a mis en place des tribunaux où donc il y avait des personnes qui étaient des personnes plus âgées qui étaient donc nommées comme des sages. Voilà, ma mère en faisait partie, enfin pour un tribunal dans sa région, enfin en ville. Et puis il y avait donc des personnes accusées qui étaient présentées avec leurs accusateurs, et en fait le principe c'était de juger les personnes dans les lieux où les crimes ont été commis. Et c'est vrai que c'était, il y avait une dramaturgie très forte au moment des gachacha. En même temps, ça a permis en fait de juger, il y avait beaucoup de personnes dans les prisons, et ça a permis d'aborder tous les crimes qu'ils avaient commis, de faire des choix donc de châtiment ou de peine à donner, mais également des choix de réparation, puisque on demandait à certaines personnes, par exemple, de reconstruire la maison de rescapés dont ils avaient détruit la maison, de les aider à vivre. Enfin, ça a permis en fait de créer une sorte de...
Pardon ? Oui, réconciliation, hein, terme complexe à voir, mais oui, mais en tout cas ça a permis de recréer un lien et que les gens se reparlent, puisqu'en fait ils se reparlaient quelquefois d'abord autour des tribunaux. Et donc les gens ont pu se reparler. Alors il y a eu également des récriminations, il y a eu également des drames, hein, puisque certains criminels ayant peur d'être à nouveau jugés par les gachachas ont éliminé des rescapés qui pouvaient témoigner contre eux. Donc tout ça n'est pas... Enfin, c'est pas simple, quoi. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, le processus a fini en décembre 2012. Et il y a un rapport qui a été publié sur les gachachas. Voilà. Et puis après, par rapport à la résiliation, après, quand on n'a pas pu enterrer des membres, voilà. Enfin, moi, c'est mon cas pour mon père. Vous voyez ce que j'en ai à peu près fait, c'est-à-dire un film. Voilà. Je sais, quand j'ai parlé avec quelqu'un ici hier soir, voilà, qui recherche sa maman. Enfin, je pense que les gens savent bien qui c'est. Et c'est vrai que moi j'ai choisi de garder une image vivante de mon père. Ça ne veut pas dire que si je trouve le corps, je n'irai pas voir, hein, parce qu'on a quand même fait des recherches. Mais par rapport à cette quête qui est devenue incessante, eh bien je choisis de me dire ok, voilà, j'en fais un film, je parle de lui dans ce film. J'ai reconstitué cette scène d'enlèvement, j'en ai parlé ce matin et je dois avouer que je l'ai fait, mais en fait ça me questionne maintenant comment, pourquoi, comment j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait en Super 8 parce que je trouvais que ça permettait un détachement un peu particulier. Voilà, donc, mais c'est vrai que la résilience est une question très particulière. J'ai choisi d'en faire le sujet de mon projet actuel, donc ça me donne l'occasion d'en parler. Et merci d'ailleurs de me permettre d'en parler. Donc j'ai choisi d'en faire le sujet actuel du projet sur lequel je travaille au Rwanda, donc qui est cette fois-ci un projet tourné vers le passé, vers le futur, par rapport à celui-là tourné vers le passé, les archives, l'histoire. Et en fait, c'est un projet, je me suis rendu compte, alors vous ne le savez peut-être pas ou vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont connectés sur des sites de rencontres, qui essaient de... Je vois les sourires. Et qui essaient... Oui, vous êtes sur des sites de rencontres. Voilà, sur des sites de rencontres, et qui essaient de rencontrer des gens en quête d'amour, en quête d'amitié, en quête de relations sérieuses. Donc j'ai un nouveau projet qui s'appelle Célib Rwandais cherche relations sérieuses, ou Single Rwandan Seeks Serious Relationships. Et c'est un projet qui parle de la quête de relations sérieuses, d'amour en particulier, et de résilience dans le Rwanda d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un projet que je veux plus amusant, tourné vers le futur, nouvelle génération, optimiste, parlant de résilience. En même temps, on a commencé à travailler dessus et voilà, on découvre des choses, on découvre que les gens postent des annonces de rencontres et quand on va à leur rencontre, effectivement, ils sont très surpris parce que peut-être que l'écran les protège et que quand on les voit en vrai, ça fait un choc. Donc voilà, on a commencé à travailler là-dessus et pour questionner justement la résilience actuelle. Une minute. Je pensais aussi aux enfants de génocidaires parce que ça doit pas être facile aussi d'avoir un père qui a massacré. Et je sais qu'en Allemagne, parfois lorsque les enfants nazis apprenaient le passé de leurs ancêtres, c'était assez aussi terrifiant. Et qui avaient parfois aussi sombré dans la folie ou la maladie, hein, de savoir que leurs parents avaient pu être des bourreaux. Donc il y a beaucoup de non-dits aussi. Il y a des gens ont beaucoup de mal à libérer certaines paroles. C'est dit quand on n'a pas grandi au Rwanda, mon fils m'a fait plaisir, c'est quand il était à la glycémie, moi j'avais peur, je dis, il t'a pas vu de... Bon, et il me dit,
Non, pas du tout. Je me suis baladée tout seul. Les jeunes, je crois qu'ils sont source d'espoir, qu'ils viennent de la diaspora ou qui sont là-bas. Je pense que le fait qu'on mentionne plus l'ethnie, ça va apaiser, je pense. Ça va permettre un avenir meilleur. Je pense qu'il faut vraiment travailler l'éducation, revenir aux sources de la culture et donner la parole effectivement par les réseaux ou l'écran. Je crois que c'est une très très bonne idée. Oui, pardon, on passera la parole à Charles. Oui, parce que dans les questions qui sont abordées, là, il y a cette question, voilà, comment se représentait être Tutsi, être Hutu. Il y a quand même un témoignage qui fait peur, quoi. C'est celui qui essaye de dire oui, mais les races, ça existe, même les races blanches et tout ça. Et il y a une chose qui est très bien dans le film, c'est de montrer cette fausse science qui a créé les races. On mesure les crânes, les nez, enfin tout ce qu'on veut, les couleurs de ceci, de cela. Mais c'est juste peut-être un petit peu dommage pour moi, mais en tout cas j'espère que dans l'éducation, pour tout le monde, je veux dire au Rwanda, mais ici, de la même façon, partout, il y aura cette notion qu'il n'y a qu'une race humaine, quoi. Et voilà, et que c'est absolument ça qu'il faut transmettre maintenant à la jeunesse, et qu'on lutte contre toute la moindre petite parcelle d'idées qui reste comme ça. Bah, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de très belles choses qui sont transmises à la jeunesse rwandaise, hein, mais en même temps, il faut... moi j'aime toujours dire, il ne faut pas oublier, quoi. Il y a 1 million de morts et c'est pas si simple, quoi. Voilà. C'est que l'ethnie, c'est juste un mot qui cache la race, hein. C'est la même chose, hein, on est d'accord. Oui, ethnie ou race, mais c'est vrai que moi je pense qu'il faut vraiment... voilà, moi j'encourage vraiment beaucoup les gens, les Rwandais, à avoir un esprit critique, à développer leur propre vision des choses, à partager cette vision des choses, et ainsi de suite. Parce que je pense que c'est de par les expériences différentes, en fait, qu'il y a une espèce de connaissance collective ou de partage de connaissances qui arrive. C'est pour ça, justement, ce projet que je fais, c'est un projet transmédia, donc avec une forte engagement des communautés. Et je reviendrai dessus vite fait en conclusion, parce que je cherche des gens justement pour réagir, pour suivre le projet. Mais voilà, moi je pense que le fait qu'il y ait eu autant de morts, c'est compliqué, quoi. Ça rend vraiment les choses compliquées. Et il y a de très très belles choses qui sont faites aujourd'hui au Rwanda. Voilà, pour le 7, j'ai participé à une marche, la marche de souvenirs. C'était un super moment avec plein de jeunes qui se prenaient par les bras, qui se prenaient par la main, des jeunes couples avec des bébés en poussette, des blancs, des noirs. C'était un super moment. Et on s'est fait les kilomètres avec le matériel de tournage, 15 kilos de caméra, 10 kilos de nagra, le pied, voilà. Donc c'était un peu, on suait, on soufflait, mais c'était super, c'était un super moment d'être là et de partager ce moment-là, quoi. Et, mais en même temps, il y a la réalité d'il y a 20 ans, il y a la réalité d'aujourd'hui qui est belle, mais où on se dit, je parle du Congo, c'est pas très loin, notre fils était à la glycémie, le Congo c'est pas très loin, il y a des choses, quoi. Donc je pense que c'est important de véhiculer quelque chose de très positif, mais sans trop de naïveté non plus, quoi. Très beau mémorial qui gagne, on y apprend plein de choses. Oui, on va prendre une dernière question ici, parce qu'après il faut aussi qu'on garde un peu de temps pour la seconde projection. Tout simplement, je voulais répondre un peu à Jacques, dire ce que je pense de la responsabilité de l'Église au Rwanda. Et on a vu avant-hier dans le film que l'archevêque de Kigali, Monseigneur, je pense, Nsengiyuba, je ne connais pas son prénom, était membre du comité CND, c'est ça, Comité national de développement, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, donc un parlementaire. On sait bien que tous les hommes politiques du Rwanda, à partir de 62 jusque même à l'époque de Habyarimana, étaient des produits finis de la colonisation.
ils ont tous été formés dans des séminaires, dans des écoles catholiques. Tous, quand je dis tous, c'est à 100%. Parce que les écoles publiques n'ont existé au Rwanda que vers les années, je pense, 80. Avant, c'était des écoles des prêtres, enfin, des séminaires, des collèges qui appartenaient à l'Église catholique ou à d'autres confessions religieuses. Et on sait très bien que quand le génocide a commencé, l'Église catholique, moi c'est mon opinion, c'est ce que je pense, a péché par son silence. Si les gens se sont réfugiés dans des églises, c'est parce qu'ils croyaient pouvoir y être sauvés. Je ne me trompe pas en vous disant que un prêtre avait une haute autorité, d'ailleurs sur le bourgmestre. Bourgmestre, c'est-à-dire le maire. La population avait beaucoup plus de respect au curé, prêtre, qu'au bourgmestre. C'est vous dire quel était son poids moral. Si l'Église catholique, par la voix de la conférence épiscopale, disait clairement « Nous lançons un appel, nous nous opposons, nous lançons un appel », et d'ailleurs dans leur homélie, on a posé une question à un prêtre « Mais qu'est-ce que vous disiez dans vos homélies les dimanches ?» Que vous posiez ces questions à des prêtres les dimanches ou dans des messes, qu'est-ce que vous disiez? Quel était votre message? Ce qui est difficile à comprendre, c'est que 85% des chrétiens, et je vous dis, pour des gens qui sont allés au Rwanda, les églises sont pleines à craquer. Hein. Je pense qu'il y a, les dimanches, il y a au moins 4 messes et les églises sont toujours pleines, même jusqu'aujourd'hui. C'est pas comme ici où il y a 2, 3 mamies et 4 pépères à l'église hein, le dimanche, c'est pas question, hein, donc c'est plein. Et ça veut dire que c'est quelque chose d'effort. Et que ce soit ces chrétiens-là, qu'on appelle chrétiens, qui viennent tuer les voisins. Partager une bière avec les voisins, pour moi, c'est peut-être banal. Mais quelqu'un avec qui je vais tous les matins à la prière des 6 heures du matin, ok? Et que ce soit celui-là qui me tue. Quelqu'un qui est le parrain de mon fils ou de ma fille, que ce soit quelqu'un, celui-là qui vient me tuer, moi je pense que ça dépasse tout simplement l'entendement. Donc, la responsabilité de l'Église, c'est de n'avoir pas pris une position claire, condamnation claire, directe. Et, franchement, je crois que ça allait... bon, je ne dis pas que quand même le génocide n'allait pas... allait s'arrêter. Au moins, ça allait réduire sensiblement le nombre de tués. Et il y en a qui ont été condamnés. Je ne parle pas que d'ailleurs des prêtres ou de responsables religieux catholiques. Il y a même au sein des autres confessions religieuses, je sais qu'il y a un prêtre, un pasteur adventiste de Kibouye, son frère, je pense qu'à Kibouye, et son fils qui était directeur de l'hôpital de Kibouye, qui était condamné au tribunal pénal international pour le Rwanda. Je sais que Wenceslas Munyeshyaka, par exemple, je sais qu'il y a d'autres prêtres aussi, si je ne me trompe pas, un religieux aussi qui était condamné, pas les deux dont je viens de parler, je pense qu'il y en a un autre qui était arrêté en Ouganda. Et donc, ils ont eu leur responsabilité, certains directement. Ah oui, j'avais oublié. Comment s'appelle le prêtre qui a fait détruire l'église de Nyangé? Seromba, aussi condamné au TPIR. Donc, responsabilité directe. Ok? 15 ans. 15 ans, direct. Et sinon, la responsabilité morale, elle, est, à mes yeux, incontestable. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que c'est important de remettre les choses à plat aussi sur les responsabilités de l'Église. Mais je pense en même temps que c'est important à la fois de rechercher les responsabilités et les responsables, mais également parallèlement de s'occuper un petit peu enfin même complètement de la psyché rwandaise. Quand vous dites que quelqu'un qui a été dans une
qui a été à l'église avec quelqu'un à 6h du matin, qui est le parrain, qui partage la foi de quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'il peut aller lever une machette ou le livrer, le tuer. Ça pose vraiment des questions sur la psyché rwandaise, le mental rwandais, le lien social entre les Rwandais. Comment est-ce que ce retournement a pu se faire? Et il est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette compréhension-là, sur la manière dont cette acceptation du meurtre de l'autre proche, de son frère, de gens de sa famille, de gens les plus proches de soi, de ses voisins, comment est-ce que cette acceptation-là a été intériorisée et acceptée. Alors il y a déjà des choses qui ont été faites sur le travail à long terme, l'intériorisation, le fait de considérer que tuer un Tutsi ce n'était pas très grave parce que Inyenzi ou ce genre de choses. Il y a déjà des choses qui ont été faites, mais c'est vrai qu'il y a certainement encore beaucoup il y a tout un travail à faire, et notamment aussi par rapport à cette autorité morale que peut représenter la religion et qui a complètement failli. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais maintenant, voilà, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs débats pour mieux comprendre le génocide. Il y a plusieurs recherches entreprises et à entreprendre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, moi en tant qu'artiste, je reviens toujours par rapport à cette position, parce que le Rwanda est un sujet éminemment politique, avec beaucoup d'influence et beaucoup de controverses. Je pense qu'il est quand même très important pour moi, et je pense pour des personnes qui travaillent sur la création, de s'interroger sur justement les bases d'un lien social, sur les bases d'un vivre ensemble, aussi bien au Rwanda, entre Rwandais qu'à l'étranger, avec d'autres peuples. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien sûr, ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Centrafrique, il y a quand même des Inalamés qui sont partis au Congo, au Gabon, Centrafrique, ainsi de suite, que cette espèce de courant, de vague d'acceptation de tuer l'autre aussi facilement, l'idée d'extermination de l'autre, a, entre guillemets, s'aimer auprès d'autres peuples. Donc il y a du coup, pour moi, une responsabilité qui est-ce qu'elle incombe au peuple rwandais, au monde, certainement à tout le monde, de se questionner par rapport à ça. Mais je pense que ça laisse aussi la place à des choses plus heureuses. Voilà. Donc, voilà, des choses plus... c'est vrai que, quand j'étais au Rwanda donc, la semaine dernière, y avait des jeunes Rwandais qui me disaient mais nous aussi, on s'amuse. Voilà. Et ça m'intéresse aussi, quoi. Ça m'intéresse de savoir comment on s'amuse, alors qu'il y a 20 ans, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe l'amour aujourd'hui, alors que le pays a été une déferlante de haine. Ça m'intéresse de questionner la pulsion de vie des gens, alors qu'il y a eu une telle pulsion de mort. Et donc j'en profite, je suis désolée, c'est un petit peu opportuniste, mais je l'assume. J'en profite pour vous dire que donc, pour mon projet que j'ai fait, qui est un projet transmédia, eh bien j'aimerais, donc Single Rwandan ou Célib Rwandais cherche relation sérieuse, je cherche des gens, donc Rwandais ou des non-Rwandais, qui ont des liens avec le Rwanda ou qui sont juste curieux. Donc je m'imagine que si vous êtes là, vous êtes un peu curieux, à se connecter donc, sur ce site, parce que je cherche des gens pour suivre le projet. Et on fabrique en fait un webdoc immersif avec de la gamification, donc avec un concept de jeu vidéo. Et en fait, on voudrait l'expérimenter sur les gens, que les gens nous donnent des retours par rapport à ce qu'on fait. Et si ça marche, si ça marche pas, voilà. Donc effectivement, on cherche des personnes. Si vous voulez bien vous connecter, m'envoyer un petit mail. Voilà, on cherche des personnes au Rwanda et des personnes en dehors du Rwanda. Et il se trouve que
la structure qui développe le site est à Lille, donc c'est pour ça que je fais l'appel à Lille, parce que du coup, nous, ça nous permet de suivre ce projet. C'est le premier projet transmédia qui sera fait sur la thématique rwandaise, donc il y a un truc un peu amusant, excitant, à participer, donc si ça vous intéresse. Comment on fait pour participer? En fait, il faut juste aller sur Facebook, puisqu'on a un Facebook et un Twitter qui s'appelle Céline Brandé, cherche relations sérieuses ou Single Rwandan. Et vous m'envoyez un petit mail, et puis voilà, quoi. Donc c'est parti, on vous inscrit. Et puis c'est un projet qui sortira normalement fin d'année, en début d'année prochaine. Donc c'est sur du long terme. On ne sollicite pas énormément les gens, mais quand même, voilà, c'est important de pouvoir avoir des retours de la part des gens. Voilà, on questionne à la fois le lien amoureux, mais aussi le lien social en général, les relations sérieuses. Et en fait, c'est un projet qui peut être assez amusant, mais comme je vous ai dit, il y a déjà, on voit déjà qu'il y a des heurts, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc en questionnant le lien amoureux, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de violences conjugales. Il y a plein de choses, quoi. Donc, du coup, c'est pas mal de pouvoir avoir des retours réguliers. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.